Certains en rêvent, d'autres le craignent, alors que l'espoir semble s'être perdu. Certains hommes, dont Vegapunk, ont montré une volonté qui dépasse leur vie elle-même. Et si c'est pour libérer ceux enchaînés par le destin, le légendaire Nika se doit d'apparaître, le guerrier de la libération, et le monde entier l'attendait depuis bien longtemps pour avancer. Oh, le chapitre est beau! Une véritable consécration du côté de Bonnie? Sanji qui tombe avec nos espérances? Kizaru fait-il semblant? L'arrivée des géants et l'implication de Shanks peut-être? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1106 de One Piece. À tes côtés, et bien sûr, ça nous parle aussi bien des géants qui étaient apparus dès le chapitre 116 du manga. Mais je sais qu'il y en a qui vont en faire trop, qui vont pleurer, qui vont faire « Ah, les chiffres !» Mais bon, nous, ici, on en a parlé, voilà, c'est bien. Et aussi, du côté de Bonnie, bien sûr, à ses côtés, se trouvera toujours son père. Concernant la page cover, on retrouve bien sûr Robin qui est en train d'habiller un crocodile. Sait-on jamais, peut-être que c'était elle par le passé qui habillait Crocodile, et dans tous les cas, à chaque cover, sa théorie nulle, donc il y a écrit Lacosta sur le t-shirt de ce crocodile. Certains diront que c'est un t-shirt du Bled, moi je dirais surtout que avec ses claquettes, référence sûrement à Luffy ou à Shanks, et un crocodile, peut-être que la Cross Guild va se ramener sur Egghead. Oui, cette théorie est complètement nulle, et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur ce chapitre, et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera de One Piece jusqu'à la fin. Et donc entamons ce chapitre légendaire de chaos, avec de la destruction de partout, des explosions, le réveil de Luffy, Nika qui est là. Et donc commençons tout de suite par parler de Bonnie et le cœur de Vegapunk, le contrôle peut-être même des séraphins, posons-nous la question, et des dessins d'exception. Puisque c'est un plaisir avec ce chapitre de nous montrer que le docteur Vegapunk n'est pas moralement gris comme on aurait pu le croire, mais c'est bien placé du côté de Bonnie, une enfant qu'il a côtoyée depuis bien longtemps. Et alors qu'il disait dans le chapitre précédent que c'était juste terrible de voir donc son père s'attaquer à Bonnie, en fait, il avait un plan tout prévu. Et à faire en sorte que Bonnie puisse contrôler les pacifistas, même au-dessus, donc, du Gorosei. Et ça, déjà, c'est complètement fou. Enfin, est-ce que ça l'est réellement? Bien sûr, on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière, et même pas la peine de se mousser. En réalité, on parle de tellement de choses que si une chose est vraie, tant mieux. Si c'est faux, on s'en fiche en réalité, car on mange juste ce que nous propose Oda. Et à chaque fois, c'est réfléchi, c'est bien écrit, donc pas de raison de critiquer ou autre. Et même on s'est trompé par rapport à l'arrivée de Dragon ici sur cette chaîne, mais je crois encore à son arrivée sur l'île. Les révolutionnaires s'étaient réellement trouvé une passion lorsque Ohara a été détruite, et donc là, laisser les mêmes événements se reproduire du côté de Vegapunk, je sais pas. Franchement, une arrivée pour lui, ce serait juste parfait, même pour introduire cette année du dragon dans le zodiaque chinois. Mais plus que ça, la saga finale de One Piece avec des gens qui sortent de n'importe où sur cette île d'Egghead qui marquerait véritablement le début du conflit, avec même Barbe Noire, n'oublions pas, qui risque de se ramener. On avait vu un bateau depuis bien longtemps. Bon, au passage, j'ai toujours espoir que la petite pierre autour du cou de Bonnie serve à quelque chose, un dernier cadeau de Kuma qui pourrait peut-être donc lui faire retrouver la mémoire, étant donné que le lien avec le château dans le ciel, voilà, petite référence qui permet de contrôler le robot, ça pourrait marcher, voilà, j'attends ça. Donc on va voir littéralement les pacifistas se retourner vers la marine, et je trouve que c'est super malin de la part d'Oda de nous avoir placé plus ou moins dans l'inconnu. On ne savait pas réellement ce qui allait se passer, il y avait cette petite notion de suspense alors qu'on n'avait pas entendu ce qu'avait dit Bonnie, et juste les voir se retourner pour exploser les marines, ça c'est extrêmement plaisant. Tout ça avec cette narration d'Oda qui rend ce moment magnifique, et cette parole qui dira tout simplement que même si le monde est contre toi, ton père ne se retournera jamais contre toi, il sera toujours à tes côtés. Ah bah c'est beau, ah on est obligé d'aimer. Justement avec cette phrase concernant le contrôle des séraphins, je vois mal justement Bonnie les contrôler. Je pense pas que Vegapunk il les plaçait des ordres sur eux, surtout que c'était le gros projet de la marine qui devait être un petit peu plus surveillé en réalité. Voilà, il avait changé les ordres pour Kuma parce que c'était littéralement la tête de son père, et
en plus, en termes d'équilibre des forces, si Bonnie se met à contrôler les Séraphins, bah ça fait peut-être un petit peu trop du côté du gouvernement mondial. Donc, non, je vois bien les Séraphins rester de leur côté et peut-être même eux se rebeller chacun leur tour, voilà, selon leurs convictions, développer donc une identité propre, mais ça on le verra plus tard. Les pacifistas sont donc du côté de Bonnie, de véritables pacificateurs à partir de ce moment-là. Sait-on jamais si elle rejoindra l'armée révolutionnaire, et ça commence à faire beaucoup d'enfants avec des armées aussi, avec Otama. Et plus que ça, je voulais m'arrêter sur cette page, mais regardez-moi ça, en fait, les pacifistas qui sont en train de bombarder les navires de la marine, les cuirassés, c'est magnifique, éblouissant, littéralement le style d'Oda, et c'est pour ça que je le défendrai toujours, même au niveau de ses dessins, même si ça fait débat, ça marche extrêmement bien dans ce genre de page. C'est un chapitre où on nous montre plein de doubles pages, mais en temps de guerre, alors que Oda, son style, c'est d'en rajouter de partout, que ça fourmille littéralement de détails, bah c'est juste incroyable de voir ces pages où tout se fait détruire. Je trouve que c'est vraiment là où le style d'Oda brille. Et heureusement, avec cette saga finale, on risque de voir de plus en plus de batailles de navires et surtout de grandes guerres. Et c'est véritablement une consécration pour le personnage de Vegapunk qui a refusé d'obéir aux ordres. Peut-être que ça donnera de l'idée à certains. Là, il est directement face aux conséquences. Un Saturne qui va le planter près de son cœur. Et on sait que Einstein est donc mort à cause d'un vaisseau sanguin qui aurait explosé près de son cœur. Donc voilà, est-ce que c'est la fin de Vegapunk? Justement, puisqu'on en est à parler de retournement de veste, parlons encore une fois de la rébellion de Kizaru et Sanji qui a visiblement déçu une grosse part de la communauté. Et je tiens à le défendre! Parce que là, Saturne est énervé, il vient de perdre une grande partie de ses forces armées, c'est pour ça qu'il va directement lancer Kizaru sur la mission d'éliminer les Mugiwara et bien sûr Bonnie et Kuma. Et oui, on va peut-être voir Franky se faire transpercer, Sanji aussi, mais en réalité quand on regarde bien, on dirait surtout qu'il s'est mis et s'est interposé donc entre Bonnie et Kizaru. Il a dit qu'il protégerait Bonnie, il aura fait son maximum, il s'est mis devant, on ne sait pas si il a un trou béant en plein milieu de la poitrine, voilà, c'est juste qu'il s'est mis devant cette attaque. Bien sûr, en fait, il n'aura pas eu la force ensuite de continuer à protéger Bonnie, mais heureusement son capitaine est là. Dans tous les cas, je trouve qu'il s'est tenu à sa parole, il s'est posé devant, mais voilà, encore une fois, moi j'en attends beaucoup du personnage de Sanji. J'aurais espéré que ce soit dans cet arc, alors qu'on a découvert que c'est plus ou moins un cyborg, et vu qu'on a Vegapunk, bah voilà, toute la question de conscience, Kuma et compagnie, ça pouvait être encore en jeu. Je vais pas te mentir, hein, les parodies pour se moquer de Sanji me tuent. Mais bon, les gens sont sortis déçus parce que depuis bien longtemps, on attend un affrontement. Donc, Kizaru, Sanji, en tant que singe jaune, et Sanji qui est blond et qui est jaune, voilà, tout simplement, voilà. Tout le monde l'attendait, il y avait des indices dans les openings et compagnie. Au final, on n'aura pas eu ça. Peut-être qu'il n'est pas encore au niveau. Je sais que là, il y en a qui sont en train de grincer des dents, qui ont envie de tout casser. Mais voilà, en fait, c'est juste des débats de puissance qui énervent tout le monde, alors que, en fait, je m'en fous. Donc, on arrête de parler de ça. Et bien sûr, il devait devenir la plus grande menace pour le gouvernement, pour l'équipage des chapeaux de paille. Donc, on attend, ok. Et donc, c'est Luffy qui va intervenir d'ultra loin, en réalité, de la machine donc où il se nourrit, pour lâcher un point sur Kizaru qui va le faire tomber. Et là encore une fois, ça y est, les esprits se sont élevés pour parler de la puissance de Kizaru qui a été humilié, qui est tombé. Bon, après on a vu Kaido tomber 3 milliards de fois. Est-ce que ça en dit long sur la puissance d'un personnage? Je ne pense pas. Et bon, en plus, c'était une attaque surprise, mais ça m'aura tué justement de voir le personnage de Luffy qui était donc encore au sol avec les marines autour et les marines qui disaient « Waouh, faites gaffe les gars, je crois qu'il est capable de nous gober là, il a vraiment beaucoup mangé. » Non mais t'imagines les légendes qu'il y aura sur Luffy. Kaido est imbattable, mais Luffy, lui, est limite capable de manger des humains. Son appétit est sans limite. Mais c'est vrai qu'une des choses les plus folles avec son fruit, c'est de pouvoir digérer aussi rapidement. En fait, c'est de retrouver de l'énergie aussi rapidement. Franchement, le Gomu Gomu no Mi, juste pour ça, c'est une folie. Alors le reste, bien sûr, Nika. Bref, et encore une fois, concernant le personnage de Kizaru, il avait dit qu'il n'était qu'un rouage donc de ce gouvernement mondial, mais le voir, donc se dire, oui, je vais te tuer, Bonnie, juste d'un seul coup, comme ça, tu n'auras pas à souffrir et tu mourras avec ton père, bah, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu bizarre, mais au final,
il ne l'aura pas fait. Voilà, certains diront qu'il a juste été arrêté par Luffy. Moi, je préfère croire qu'il a quand même été retenu par ses sentiments. Celui qui pensait à Sentomaru, à Vegapunk, souvent alors qu'il parlait avec Saturne lors des précédents chapitres. Il aura même dit à Dol de la marine de quitter l'île, qu'il n'y avait pas de souci, comme s'il préparait quelque chose. En réalité, c'était un passage assez particulier. Donc, j'attends un retournement de situation, soit dans cet arc, ça franchement ce serait incroyable, et en même temps c'est peut-être le moment parfait pour, ou dans tous les cas, à la fin de One Piece, moi je te le dis, c'est impossible que Kizaru reste de marbre. Aokiji a fait son cheminement, Aohara il a vu l'horreur et par la suite il a rejoint l'horreur aussi avec Barbe Noire, mais voilà quoi. Parfois ça prend du temps. Oui, tout simplement je crois en le fait que Kizaru est un homme simple, il est comme tout le monde, il fait semblant de bosser dur parce qu'il y a son patron juste à côté, ouais. Mais alors que par le passé il mangeait avec Kuma, Vegapunk et compagnie des pizzas en parlant de Nika, et que là il entend littéralement les tambours de la libération et se tient la tête, peut-être que son cœur n'en peut plus. Et ça, on le verra très prochainement. Justement, parlons-en, le légendaire Nika et Dori et Brogy de retour. Et bon, ici, on passe pas à côté des polémiques, ok, s'il y a un problème, on en parle, et il y a beaucoup de personnes qui ont pointé du doigt que c'était peut-être un petit peu exagéré de voir le Luffy rigoler à fond, alors que Vegapunk, un vieillard, venait de se faire poignarder par une araignée géante démoniaque. C'est vrai. C'est vrai que dans un sens, on peut se dire que c'est complètement fou, mais à partir de moment, il fallait accepter ça en fait. Dès le début du Year 5, ça a été annoncé. Voilà. L'histoire de One Piece allait peut-être prendre un autre ton avec l'apparition de Nika, mais en réalité, je trouve que ça a été bien géré de la part d'Oda. On a eu du drame, et là, le fait que Luffy rit et compagnie, ça se trouve même pas dans la séquence dramatique, en fait. Là, on est dans une séquence qui montre l'espoir, même du monde tout entier, puisque Luffy le dit, il est à fond, et justement, cette page est juste incroyable. Voir Bonnie s'inquiéter pour le docteur Vegapunk qui doit être évacué, sinon il va mourir, mais justement, juste un échange entre les deux, alors qu'elle entend les tambours de la libération et se rend compte petit à petit que oui, c'est bel et bien Nika. Vegapunk le confirme, elle n'avait pas encore fait le lien et en même temps, il faut le voir pour y croire. C'est une légende du monde de One Piece, quelque chose qui n'est même pas censé exister en réalité. Mais c'est bien là, sous ses yeux, dans cette page double, juste magnifique, tellement satisfaisante en voyant Bonnie devant Nika, littéralement donc irradiée par son image à la manière justement de quand elle était plus jeune dans le flashback, enfin elle était sous forme de vieille, mais où elle avait vu le soleil depuis bien longtemps. Là c'est Nika qui brille. Voilà, encore une fois, c'est le long flashback de Kuma qui a peut-être perdu certains lecteurs, mais qui a permis d'avoir autant d'intensité dans cette simple image. Se dire que c'est la réalisation même des rêves de Kuma, de Bonnie, même des espoirs de Kuma qui a parié sur lui. Elle voulait le trouver pour le montrer à son père, et on verra même un Kuma qui, il semblerait, réagit à ça. Donc peut-être qu'il retrouvera ses esprits ou autre, ou dans tous les cas qu'il est conscient donc de ce qu'il vient de voir. Véritablement un rêve qui devient réalité. Je trouve que ça marche extrêmement bien justement cette mise en scène d'Oda avec le bruit des tambours et la réaction de plein de personnages. Le Kizaru qui se tient la tête, Saturne qui regarde mal, son ennemi est là. Et le robot géant qui se met littéralement en mouvement une nouvelle fois avec ces paroles de Vegapunk qui rendent cette scène mais vraiment légendaire justement, qui parle de Nika, de Joy Boy, comme celui dont on a attendu l'arrivée à travers le monde. Mais quelle folie! J'ai l'impression qu'on est en train de te parler de l'Avatar dans la série Avatar, oui, celui qui va sauver. Bien sûr, parfaite introduction pour ceux qui ont peut-être été reclus du monde, les géants qui vont donc faire leur apparition. Et je trouve que Oda, encore une fois, sa narration marche tellement bien lors de ce chapitre, puisque le chapitre s'est ouvert avec ça. Eux qui disaient, alors qu'on ne les voyait pas, que c'est comme dans le journal, Oda a créé une hype sur ces personnages, et même je trouve que c'est tellement malin d'avoir mis leur bateau en premier plan. Donc, tu te dis même pas qu'il est énorme leur bateau, étant donné qu'il est juste proche de toi. Mais en fait, tu te rends compte que c'est le bateau des géants à la fin.
Et au passage, vu qu'il parle des journaux et que c'est vrai que ça a alerté le monde entier dans un certain sens, je me dis que un des plus grands alliés de Luffy dans cette saga finale, c'est en réalité la presse avec Morgan qui le soutient. Même si, voilà, c'est peut-être Shanks qui a dit aux géants de venir ici, il doit connaître toute l'histoire à propos de Joy Boy, Nika et compagnie et savait qu'il y avait Luffy à cet endroit. Enfin, il a vu les journaux lui aussi. Donc encore un Shanks qui serait là pour couvrir les arrières de Luffy. C'est à la fois ultra bienveillant, mais carrément un petit peu trop bienveillant. Et ça commence littéralement à être suspicieux. Et après, je partirai pas sur les grosses théories des gens qui disent que c'est un traître parce que je trouve que ça se fait pas. Oh non, franchement, il nous a régalé, le Shanks. C'est celui qui a lancé One Piece et vous lui crachez dessus. Moi, je... Enfin bref, dans tous les cas, ça fait extrêmement plaisir de retrouver les géants, déjà qui avaient un équipage de légende, donc déjà eux ont un statut légendaire, mais en plus, alors qu'ils viennent pour voir Nika, Joy Boy, bah vraiment ça rend le tout mythique et j'ai très hâte de voir Saturne insulter la race des géants, étant donné que c'est un raciste. Et bien sûr, ça doit être d'autant plus marquant pour eux que les géants peuvent vivre jusqu'à 300 ans, donc voilà, Nika... Est-ce que c'est si éloigné que ça pour eux? 3, 4, 5 générations, je sais pas, mais en vrai, tu parles à ton arrière-grand-père, il fait « Oui, Nika, il était hier, il était là au bar !» Pour ceux qui ne sont pas hypés, bah en réalité, je peux les comprendre, c'est des personnages qu'on a vus au tout début de la série, et depuis, en fait, Luffy a affronté des géants, mais pas en taille, enfin si, Kaito était géant, mais surtout en termes de puissance, et bien sûr, il s'était fait arrêter par Mr. Tree, mais c'était une attaque en traître, ils ont été pris par surprise, et en plus là, il se ramène avec un équipage entier, et surtout, pour moi, ce qui fait les géants, c'est pas forcément qu'ils seront forts en 1v1, mais c'est surtout que leur puissance militairement parlant, mais ça va être une boucherie. Les mecs peuvent arriver et te raser une île en 10 secondes. C'est peut-être pas les meilleurs combattants, mais en termes de force brute, pour détruire, bah ils seront là. Ah, crois-moi, ils seront là. Et vu qu'en plus, on parle de plus en plus d'une guerre pour la fin de One Piece, bah oui, ça fait extrêmement plaisir de les voir et ça va faire la différence, j'en suis sûr. Et ouais, très hâte de voir le Luffy devenir géant en Gear 5 à côté d'eux. Tout ça bien sûr dans une page ultra marquante qui est d'autant plus marquante que cette phrase de ces capitaines géants qui disent à la marine qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas arrêter dans ce monde, mais ça rend le tout hyper symbolique, vraiment, parce qu'on te parle aussi de Nika. La libération ne sera pas arrêtée, vraiment, c'est la hype. Oui, c'est un plaisir d'imaginer Saturne qui va littéralement péter un câble, et sait-on jamais, avec tous ces événements, j'attends encore plus le retour de Vivi à l'ancienne. Donc très largement, l'incident d'Egghead devient de plus en plus clair. On a tout de même Luffy qui a attaqué une île du gouvernement mondial, ils ont perdu le docteur Vegapunk, principal fournisseur d'armes, ils sont en train de détruire leur île d'armement, même si c'est eux, ils perdent énormément de force, mais en plus, Bonnie contrôle les pacifistas, et Luffy semble avoir allié les géants à sa cause. Mais là, le gouvernement mondial, ils sont extrêmement mal. Et tout ça alors qu'on n'a toujours pas vu l'arrivée des pirates de Barbe Noire. Ça promet. Donc globalement, le chapitre 1106 de One Piece est une consécration. Qu'importe les risques, Vegapunk est certes scientifique, mais avant tout humain. En secret, il l'a décrété, programmé. Bonnie sera au-dessus de tous pour contrôler l'armée de Kuma. Et alors que le singe jaune se débarrasse sur ordre du démon Saturne des ennemis et que Luffy apparaît, tout devient clair. Ces années à souffrir pour la lignée de Kuma, ces années de crainte d'un éveil pour le gouvernement, tout se joue devant leurs yeux, tout se joue au son des tambours, car le retentissant et extravagant guerrier de la libération Nika est là.